Bonjour Olivier Tric, je suis très ravie de vous recevoir dans le cadre du Focus Polar organisé à l'occasion du Salon international du livre de Séoul. Vous êtes à la fois journaliste et romancier et vous venez de publier votre cinquième roman, Les Chiens de Pacifique, aux éditions Métellier. Et votre premier roman, Le Dernier Lapon, paru en 2012 en France, a été également traduit en coréen en janvier 2018. Tout d'abord, pouvez-vous saluer vos lecteurs ou vos futurs lecteurs qui vous regardent depuis la Corée du Sud? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis ravi d'entrer en contact avec vous par ce biais-là. J'ai adoré, je dois dire, la version coréenne du Dernier Lapon. Je trouve que la couverture est extraordinaire. Je suis frustré de ne pas pouvoir rentrer dans le texte en coréen, mais en tout cas, je trouve que la première impression est formidable. Donc j'espère que vous aurez la même sensation que moi. Et quand est-ce que vous avez commencé à écrire et quels souvenirs gardez-vous de votre première écriture? Le, L'écriture avec le dernier Lapon, j'ai commencé, en fait, ça a démarré. Au départ, ce n'était pas un projet de roman, d'ailleurs, j'avoue. C'était un projet de récit, de journalistique, sous forme de. J'avais fait des reportages sur la police des Rennes et je voulais, pour mon journal, j'avais fait des reportages pour mon journal pour Libération à l'époque, puis j'avais fait un documentaire pour la télévision française, 52 minutes, pour France 5. Et j'avais adoré toutes les histoires que j'avais découvertes et tous les personnages que j'avais vus, parce que tout ça était très vivant pour moi, très visuel aussi. Et j'avais vraiment envie d'y retourner par l'écriture sous forme de livre. Mais à l'époque, j'avais encore l'idée d'un livre de reportage. Et puis, c'est en jouant comme ça avec les thématiques que je voulais aborder, en jouant avec les personnages que j'avais rencontrés. Ça a commencé, la tête a pris le relais, la fantaisie a commencé à s'en mêler. Et l'idée d'un roman policier est née un petit peu comme ça, par hasard d'ailleurs, parce que il y avait des personnages du policier que j'avais suivis en reportage, donc ça s'est fait un petit peu naturellement. Donc j'ai commencé à vraiment travailler avec l'idée du livre vers 2009, 2010. C'est vraiment devenu un projet sérieux de livre à partir de fin 2010. Et puis je l'ai vraiment écrit en 2011. Et je dois dire que cette expérience, c'était mon premier roman, Le Dernier Lapon. Ce n'est pas mon premier livre, mais c'est mon premier roman. Et ça a été une expérience pour moi extraordinaire parce que ça a été comme une vraie école en fait, d'écriture, parce que je découvrais vraiment le monde du roman. J'ai appris en écrivant. En fait. Ça a été une expérience qui a été d'ailleurs très cinématographique parce que j'avais cette impression quand j'écrivais de voir les scènes se dérouler devant mes yeux. Parce que j'étais tellement allé sur le terrain, inspiré par des gens que j'avais vus, que je voyais vraiment euh, quand j'écrivais, c'est comme si je voyais les scènes, comme au cinéma, je vois un film, je vois une scène dans la rue, je vous vois vous par exemple, et je vous décris, je dis voilà, elle est comme ça, voilà, et puis les dialogues, je voyais mes personnages que j'avais en tête, ils se parlaient, et c'était comme si c'était un journaliste qui écrivait ce qu'il entendait en fait. C'était un film qui se déroulait devant les yeux, et j'écrivais comme ça en spectateur de mon propre livre. C'était une expérience extraordinaire. Et avant de devenir écrivain, vous vous êtes d'abord lancé dans une carrière de journaliste en 1986. En tant que correspondant dans les pays nordiques et baltes, vous avez notamment travaillé pour la radio RTL, l'hebdomadaire Le Point, le quotidien Libération, puis le journal Le Monde. Vous êtes aujourd'hui plutôt journaliste ou romancier? Bonne question. Euh, j'ai voulu faire du journalisme depuis l'âge de 17 ans. À peu près. C'est vraiment une passion d'adolescence et je pense que dans ma tête, je resterai vraiment journaliste jusqu'à la fin et jusqu'à dernier jour, j'imagine. Donc, j'ai toujours une façon de voir le monde qui est très journalistique, de voir les relations entre les gens qui est très journalistique aussi. Euh, Après, je vois tout ce que m'apporte le côté romancier, c'est-à-dire que
le journalisme, c'est un métier qui a beaucoup de contraintes. Qui a beaucoup de contraintes parce qu'on a la vérification des faits, il faut vérifier les faits, et si on ne peut pas vérifier les faits, si on ne peut pas les recouper, on ne peut pas s'en servir. Alors que le romancier, lui, n'a pas à s'embêter avec ce genre de problème. Et donc, c'était vraiment, moi, je vois comment en fait, ces deux casquettes, ces deux métiers se complètent vraiment beaucoup. Et en fait, j'ai pas envie de choisir entre les deux, tout simplement. Je pense que je suis comme beaucoup de gens, j'ai plusieurs cerveaux, plusieurs envies dans la vie, et ça me va très bien d'avoir ces deux côtés. Un côté qui est très sérieux, le journalisme, très factuel, où il faut être très prudent dans la façon dont on traite l'information, et un côté beaucoup plus créatif, fantaisiste, que me permet le côté romancier. Je pense que j'ai besoin des deux pour être équilibré, en fait. Hmm. L'écriture journaliste est-elle différente de l'écriture romanesque? Oui, complètement, parce que on est dans l'écriture journalistique, on est vraiment dans la relation aux faits, factuels, dans cette recherche de la vérité, et une recherche de la vérité qui doit s'appuyer sur des faits, qui doit s'appuyer sur des personnes, sur des entretiens, sur des choses vues, senties. Euh, et on fait on fait beaucoup appel à la raison des gens quand la littérature va beaucoup plus faire appel à se servir pour atteindre les mêmes objectifs, faire appel à l'émotion. Et ce qu'on va essayer de faire passer comme émotion, ça va être par des personnages, par des dialogues, par des scènes. Donc, en ce sens, il y a une vraie différence, une vraie ligne rouge, même si je trouve qu'on peut aussi écrire, il y a des passerelles entre le journalisme et l'écriture romanesque, dans le sens dans le journalisme narratif, par exemple, cette forme de journalisme où le journalisme peut se mettre en scène, où on va dialoguer des séquences, on va essayer petit à petit de rentrer dans la tête des personnages, donc ça peut se jouer. Mais moi, j'ai jamais eu de problème vraiment pour faire tracer une ligne rouge entre les deux écritures. Et c'est très bien comme ça, parce que comme ça, je me permets beaucoup plus de liberté dans le côté romancier. Et vous êtes installé à Stockholm depuis 1994, alors que vous avez démarré votre vie professionnelle à Montpellier et vous viviez dans le sud de la France. Comment est né votre intérêt pour les pays nordiques et quelles sont les plus grandes différences que vous avez pu constater entre le mode de vie de la Suède et celui de votre pays natal, la France? Alors, moi, je ne suis pas du tout parti en Suède pour la Suède. J'avais aucun intérêt pour la Suède. Je suis parti en Suède pour une Suédoise. Je suis parti pour une femme, en fait. Donc, c'est vraiment. En fait, avant de partir en Suède, moi, je voulais quitter la France déjà. Je voulais partir à l'étranger, mais je voulais partir m'installer à Beyrouth, au Liban. C'était le Moyen-Orient m'intéressait beaucoup. Et je me suis retrouvé en Suède. Et c'était donc, c'est une région du monde à laquelle je ne connaissais rien. Et je suis parti comme ça, donc sans préjugés, sans a priori, ce qui pour moi était formidable parce que je suis parti, j'ai fait l'éponge, en fait, avec tout ce qui concernait l'Europe du Nord. Et voilà, je suis parti partout, j'ai voyagé partout en Europe du Nord, j'ai appris beaucoup de choses comme ça en rencontrant les gens. Euh, et ça m'a servi beaucoup dans mon métier de journaliste, dans mon métier de romancier, de partir sans préjugés. Et ensuite, les grosses différences, ça a été bien sûr, au début, les premières années, ça a été au niveau de la nourriture. C'était un petit peu un choc. Moi, je venais du sud de la France. On aime bien manger, où il y a on trouve de très bonnes choses à manger, etc. Et là, tout d'un coup, la nourriture, c'était une frustration terrible. Tout ce qui était fruits et légumes. Je me rappelle la première fois où je suis rentré de Stockholm, la première fois où je suis rentré à Paris, même pas à Montpellier, mais déjà à Paris, je me suis précipité sur le premier épicier croisé. Je suis ressorti avec un sac de légumes, un sac de fruits. Et je me suis goinfré de fruits et légumes tellement j'étais en manque
des choses comme ça. Donc, il y a eu le côté nourriture. Et puis après, ça a été les vrais chocs. Ça a été il y a eu un autre choc qui était un peu une différence culturelle, c'est par rapport à l'alcool, parce que en Suède, l'alcool est vendu dans des magasins d'État. L'alcool, c'est le péché un peu en Suède. C'est vendu dans les magasins d'État. Donc, il fallait prendre un ticket pour aller faire la queue vendredi soir, où tous les gens se précipitaient dans ces magasins d'alcool pour aller acheter l'alcool pour le week-end. Parce que les gens boivent beaucoup le vendredi soir et le samedi soir. Ils boivent très peu le reste de la semaine. Le vendredi soir et le samedi soir, ils boivent énormément. Donc, le vendredi soir, ils allaient faire la queue dans ces magasins d'État pour acheter leur vin. Il y avait des queues parfois il fallait faire la queue pendant une demi-heure pour aller acheter son alcool. Donc ça, c'était bizarre. Puis après, évidemment, c'est le climat, c'est la lumière. La lumière la période très dure, pour moi, c'est la période de novembre, décembre, qui fait très sombre. C'est très fatigant parce que le corps enregistre qu'il fait nuit, donc le corps vous envoie des signaux comme dit, il fait nuit, il faut aller se coucher, il faut aller faire dodo, tu es fatigué. Et en fait, on est à la moitié de la journée seulement. Donc il faut, on est épuisé là. Et puis voilà. Après le froid, mais ça, le froid, on s'y fait un peu plus, si ça ne dure pas trop longtemps. Et parlons un peu plus de votre premier livre publié en Corée du Sud en 2018 sous le titre La Plainte des Vins. Il y a eu un déclic pour écrire ce premier roman policier, Le Dernier Lapin. C'est-à-dire que ce premier livre, en fait, ça s'est fait à la suite de reportages que j'ai effectués en Laponie. Et c'est comme je commençais à le raconter un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que j'avais fait une série de reportages. En fait, je faisais des reportages sur les Samis depuis un certain temps. Et je cherchais toujours la bonne histoire, le bon angle. Tu sais, comme journaliste, on cherche toujours un angle un petit peu différent des autres. On essaye souvent, enfin moi c'est toujours ce que j'essaie de faire, de ne pas faire comme mes collègues journalistes, de trouver un angle, d'essayer de trouver un angle original. Et je faisais des reportages sur les Samis en essayant d'expliquer comment, comment et pourquoi ils étaient victimes de discrimination, d'essayer de faire vivre un petit peu ce monde Sami, ce monde lapon, euh, qui était pour moi vraiment l'expression de la face cachée du modèle nordique. Parce qu'on a une très bonne, les pays nordiques ont en général une très bonne réputation dans le monde, très progressiste, très égalitaire, très défendeur des droits de l'homme, très humaniste. Et là, avec le côté Sami, je voyais que ça ne fonctionnait pas du tout comme ça, qu'ils étaient victimes de discrimination, qu'ils n'étaient pas mal respectés par les États nordiques. Donc ça m'a intrigué. Mais je ne trouvais pas encore la bonne façon de raconter l'histoire. Quand j'ai découvert cette police des Rennes, sur laquelle j'ai fait des reportages d'abord pour mon journal Libération à l'époque, puis j'en ai fait un documentaire pour France 5 en 52 minutes. J'ai vécu presque pendant 2 mois avec ces policiers. Je les suivais en patrouille. Je partais en scooter des neiges pendant des semaines avec eux. On dormait avec eux dans des petites cabanes dans les montagnes. Donc j'ai été nourri comme ça par ces reportages. Et au départ, c'est vraiment l'idée j'étais tellement habité par toutes ces images, toutes ces histoires que je trouvais qui n'étaient pas utilisées par les écrivains suédois nordiques, écrivent très peu sur les questions sami, parce qu'il y a une espèce de mauvaise conscience. Il y a beaucoup c'est un petit peu presque tabou pour les auteurs suédois de parler de ces questions-là, parce que ils ont colonisé, en fait, les pays nordiques ont colonisé la Laponie, donc le peuple sami a été opprimé, a été victime d'oppression, et ils ne sont pas à l'aise avec ça. Donc moi, je n'avais pas tous ces problèmes, quelque part, j'étais l'étranger, donc j'avais plus de liberté quelque part pour traiter ces questions-là, avec un regard extérieur. J'étais presque un regard neutre, quelque part. Et ça a été, suite, comme j'avais une matière très policière, j'avais des personnages de policiers, j'avais des enquêtes, puisque quand je faisais mes reportages sur eux, je suivais leurs enquêtes. Donc en fait, assez naturellement, c'est devenu comme ça. Le Dernier Lapon est né comme ça, de cette envie très forte, en fait, de revenir, de refaire vivre ce personnage et toutes ces histoires.
Paru en 2012 en France, ce livre a été plébiscité par la critique et a raflé pas moins de 23 prix littéraires, dont le prix Quai du Polar, le prix Mystère de la critique et le prix du meilleur polar francophone, etc. Vous attendiez-vous à ce que votre premier livre connaisse une telle consécration lors de son écriture? Et qu'avez-vous ressenti en voyant cette liste des récompenses qui n'en finissaient pas de s'allonger? Non, alors je ne m'attendais pas du tout à ce type de succès, en fait, parce que quand je me suis lancé dans l'écriture de ce livre, sur un sujet très pointu, on va dire, une enquête de la police des Rennes, j'étais assez persuadé que les gens, ça allait faire rigoler les gens, et les gens à qui je parlais de mon projet trouvaient ça un peu bizarre, cette police des Rennes, en plus, parce que j'allais m'embêter à raconter des histoires qui, a priori, n'intéressaient personne. Et mais moi, j'étais vraiment habité par ces reportages, par toutes ces scènes que j'avais vécues, par toutes ces personnes que j'avais rencontrées, par tous ces récits qui n'étaient pas pris en compte, en fait. Les auteurs nordiques ne prenaient pas en compte. Et donc, je me suis lancé là-dedans. Et ce qui a été formidable, en fait, avec cette cascade de prix, comme vous dites, c'était que mon côté obsessionnel et mon côté un peu fou de m'être engagé dans cette histoire, en fait, était partagé par plein de gens. C'est ça qui a été formidable. En fait, pas tellement qu'il y a eu beaucoup de prix ou ça a été traduit dans plein de pays, mais c'est que cette histoire qui m'avait touché, elle touchait plein de gens. Et il y avait un côté universel à cette histoire. Et ça a été pour moi extraordinaire. Et ça l'est toujours d'ailleurs, parce que cette aventure continue. Euh, et ça a été toujours grande surprise pour moi. Je rencontre souvent des lecteurs qui viennent me dire combien ils sont bouleversés par ce récit, par ces personnages, par la façon dont le peuple s'amuse et se débattre, tout ça. Et franchement, je suis sur un petit nuage, quoi, toujours. Le dernier Lapon a été traduit en plus de 20 langues, dont le coréen. Pour les lecteurs sud-coréens, ce livre n'est pas un simple polar, mais presque un livre anthropologique qui leur permet de découvrir les Samis, aussi appelés les Lapons. En quoi est-ce important pour vous de parler de ce dernier peuple aborigène d'Europe et de son histoire? Ah, les Samis, moi, c'est ce qui m'a beaucoup surpris en fait quand je suis arrivé en Suède il y a 25 ans. Moi, je ne connaissais rien aux Samis quand je suis arrivé. Et c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est le dernier peuple aborigène d'Europe euh, qui est très méconnu, mais très méconnu même des pays nordiques. C'est ça qui m'a beaucoup intrigué quand je suis arrivé en Suède et j'ai commencé à m'y intéresser. C'est que les gens autour de moi, les Suédois que je connais, euh, n'y connaissaient rien. En fait. La plupart de mes amis à Stockholm n'ont jamais été en Laponie. Pourtant, c'est une partie immense de la Suède, de la Norvège. Ils n'y ont jamais mis des pieds. Ils ont tous été tous mes amis en Suède ont été dans le sud de la France, ils ont été en Italie, ils ont été en Espagne, mais la plupart n'ont jamais été dans le grand nord de la Suède et ils connaissent presque rien en fait aux Samis et à leurs problèmes. Ils ont des clichés Samis, comme la plupart des Français d'ailleurs. Mais bon, c'est plus compréhensible de la part des Français, mais voilà, c'est comme ça. Et donc ça m'a vraiment intrigué. Et ce que je trouve, c'est pour ça que je trouve important qu'on parle de ce peuple-là, parce que c'est pas seulement parce que ils sont discriminés ou c'est parce que c'est le dernier peuple aborigène d'Europe, c'est parce que leur histoire, leur combat a un côté universel à une époque où on cherche un petit peu des nouvelles idées pour le monde d'après, surtout des nouvelles façons de vivre en lien avec la nature. On est face à l'urgence climatique, la nécessité de transition écologique, tout ça. Et la façon dont le peuple sami vit, essaye de vivre en harmonie avec ses racines, avec ses traditions et avec son esprit, c'est de nature universelle. C'est pour ça que ces histoires, pour moi, dépassent largement la Laponie. C'est vraiment à travers les conflits auxquels sont confrontés les Samis, ce sont des conflits universels. Et votre passion pour les Samis était que vous en avez créé une trilogie policière, Le Dernier Lapon, Le Détroit du Loup et La Montagne Rouge.
Et votre dernier polar, Les Chiens de Pacifique, se déroule également aux confins de la Laponie. Et quelles ont été les réactions de la population locale? Elles sont variées, mais en général, les livres sont très bien accueillis en Europe du Nord. Les livres sont traduits dans plusieurs langues nordiques. Euh, je sais que les Samis les lisent aussi parce qu'ils parlent les langues nordiques. Euh, j'ai un souvenir rigolo pour le Détroit du Loup, donc le deuxième épisode, le deuxième livre sur les quatre ce jour. J'avais été invité par une bibliothèque à Hammerfest. Hammerfest est une ville du Grand Nord de la Laponie norvégienne, c'est sur les bords de l'océan Arctique. Et le livre s'est passé en grande partie dans cette petite ville, qui est une ville, une espèce de centre logistique pour les activités pétrolières et gazières dans l'océan Arctique. Et dans le livre, dans le Détroit du Loup, le personnage du maire d'Hammerfest est tué, il est mort, il meurt. Et le jour de mon arrivée cette rencontre en bibliothèque euh, à, à Hammerfest, donc en Laponie norvégienne, il y avait eu une double page dans le journal local en disant l'écrivain qui a tué notre mère arrive. Et ça avait été très drôle parce que donc il y avait eu cette rencontre en bibliothèque et le maire était là. Le maire était là, donc on avait fait un débat en plus comme ça un peu spontané. Et ce qui était très drôle, c'est qu'à la fin du débat, il m'avait fait citoyen d'honneur de la ville d'Hammerfest. Donc vous voyez. Le lecteur retrouve la jeune Nina et le vétéran Clément en duo d'enquêteurs de la police terrienne que vous avez créé pour le dernier Lapon dans les deux opus suivants, puis dans Les Chiens de Pavis. Quels sont les avantages de mettre en scène les mêmes héros dans différentes aventures? L'avantage que je vois pour moi, c'est que d'abord, pour le lecteur, c'est une espèce de sécurité de savoir qu'ils vont retrouver des personnages qu'ils connaissent, donc ça leur sert de guide. Pour moi, c'est une sécurité parce que je peux m'appuyer sur des personnages qui ont une connaissance déjà de leur environnement. Quand j'avais créé le personnage de Nina, c'était dans le premier ouvrage, celui qui est traduit en coréen. Nina, quand elle arrive en Laponie, c'est la première fois qu'elle arrive en Laponie, elle sort de l'école de police, et l'avantage d'avoir un personnage comme ça, c'est elle arrivait avec les mêmes questionnements que n'importe qui d'étranger aurait en arrivant dans cette région nouvelle pour elle, de questions très basiques. C'était très utile comme lecteur et auteur, je pense, d'avoir un personnage comme ça qui allait se poser des questions très basiques. Et ensuite, pour moi, comme auteur, ça me permet aussi de construire, de retrouver ces personnages comme ça. Ça me permet de construire une relation entre ces personnages, de les faire évoluer. Et ça, je trouve que, en tant que romancier, travailler sur des personnages comme ça sur le long terme, c'est très agréable. Et à partir de leurs personnages, notamment le personnage du Clément, qui est cet autre policier qui est d'origine sami, et qui se débat beaucoup avec son identité sami, c'est à travers ses propres questionnements, ça me permet aussi d'explorer différentes thématiques qui sont propres à cette région. Même si vous vivez aujourd'hui de votre plume, vous continuez d'exercer votre métier de journaliste. Comment expliquer ce choix de mener de front ces deux activités très prenantes? C'est parce que j'adore travailler, j'adore mon métier, je m'embête beaucoup en vacances, donc j'ai besoin de m'occuper beaucoup. Et puis je trouve, en fait, pour moi, dans la façon dont j'exerce le métier de journaliste et le métier d'écrivain, ce sont des activités qui, pour moi, se complètent naturellement. C'est-à-dire que mon travail de romancier, d'écrivain, je le vois vraiment comme le prolongement naturel de mon métier de journaliste. Donc, je n'ai pas l'impression vraiment moi, de faire des métiers très différents. J'écris des scénarios aussi. C'est toujours des métiers d'écriture. En fait. C'est juste que certaines choses que je vais voir, sur lesquelles je vais travailler comme journaliste, peut-être, je vais les utiliser
dans mon cadre journalistique, mais je vais aussi me dire, tiens, ça, ce personnage-là, je le verrais bien aussi peut-être dans un scénario ou dans une scène. Donc, je travaille beaucoup comme ça avec mes différents cerveaux qui se parlent. Mm. Pour moi, je suis pas, j'ai pas le côté robot comme ça, vision unique, vision tunnel, donc ça me va très bien. Mais ça peut paraître chaotique vu de l'extérieur, peut-être bizarre, mais pour moi, tout ça s'équilibre en fait là-dedans. Mm. Et comment parvenez-vous à libérer du temps d'écriture au quotidien? Avez-vous une routine d'écriture? Alors, quand j'écris mes livres, quand je suis en phase d'écriture, je suis très, très discipliné. Et ça, c'est une discipline qui me vient du journalisme, justement. Parce que quand on est journaliste, on doit être très discipliné pour rendre son article à l'heure exacte, on doit respecter la deadline, on doit respecter le format de l'article, tout ça. C'est vraiment un maillon dans une chaîne de production, il faut le respecter. Quand on est romancier, on n'a pas ce type de contraintes, beaucoup moins. Moi, je me continue à m'imposer. Quand je suis en période d'écriture, je me fais vraiment un objectif d'écrire 10 pages par jour. Et je vais, par exemple, me réserver une période d'écriture pendant 3 semaines, première période de 3 semaines, tous les jours, les week-ends compris, il n'y a pas de week-end, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, et 10 pages par jour. Et je n'arrête pas tant que je n'ai pas mes 10 pages. Donc peut-être je vais écrire mes 10 pages en 5 heures, mais peut-être ce sera en 12 heures. Mais tant que je n'ai pas mes 10 pages, je continue. Par contre, quand je suis à 10 pages et un mot, j'arrête. Et je le fais, c'est comme ça que j'avance. Et ça, en fait, c'est une discipline que je me pose pour faire avancer l'histoire. Parce que le plus gros de mon travail quand j'écris, c'est avant l'écriture. C'est toute la partie recherche, les voyages, les rencontres, les lectures, la réflexion sur le synopsis et tout ça. Et quand j'attaque l'écriture, en fait, j'ai vécu tellement longtemps avec mon histoire que je suis pressé de voir si ça fonctionne vraiment sur le papier. Donc, j'écris très vite le premier jet. J'écris très vite, c'est 10 pages par jour. J'écris très vite je ne recherche pas absolument la qualité tout de suite. Parce que je sais que je vais passer plus de temps après à réécrire. Je réécris 5 fois, 6 fois, 7 fois le livre. Donc mais j'ai besoin de ce premier jet rapide pour voir si l'histoire fonctionne et si le personnage fonctionne. Le thème de l'édition du Salon international du livre de Séoul est la ponctuation. Selon vous, quel rôle pourra jouer la littérature dans le retour à la normale après le COVID-19 pour que cette pandémie ne devienne pas un point final, mais une virgule qui marque une pause? Oui, tout à fait. Une virgule, un point-virgule, un point d'exclamation, un point d'interrogation aussi, parce que je pense que c'est ça qu'offre la littérature, c'est questionner le monde, c'est s'émerveiller du monde. C'est des points d'exclamation partout, c'est des points d'interrogation, et c'est cette envie justement de sortir de ce confinement pour aller repartir à la conquête du monde. C'est vraiment, pour moi, c'est ça. Et avant de nous quitter, pouvez-vous laisser quelques mots à vos lecteurs sud-coréens qui espèrent un jour vous rencontrer dans le pays du matin calme? Ben justement, moi, je suis. Ben d'abord, j'espère que vous avez apprécié le livre, puis surtout, j'espère qu'on pourra en discuter très bientôt, dès que tout ça sera terminé, et que je puisse venir à Séoul ou ailleurs en Corée du Sud pour vous rencontrer, pour en parler, parce que j'ai très envie de découvrir votre pays aussi, votre culture. Je vous remercie de nous avoir accordé votre temps précieux. J'espère que cette interview permettra aux lecteurs sud-coréens de mieux comprendre votre univers et donnera surtout envie de découvrir vos ouvrages. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.